Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture. De la perversion à la perversion, George Haberberg. Ce livre veut être une contribution qui réévalue l'incidence d'un nouveau déchiffrage concernant le père aujourd'hui, dans nos pratiques orientées par la psychanalyse. Il prend en compte une lecture du tableau des formules de la sexuation de Lacan, qui nous conduira au concept surprenant de perversion. Nous ne sommes plus au temps où Freud, guidé par son désir de démontrer la causalité sexuelle des symptômes, intégrait l'étude des perversions à sa recherche scientifique. Il va les débarrasser de leur connotation morale, pour n'en retenir que l'enseignement qu'elle lui apporte sur la sexualité. Il leur confère ainsi le statut d'une réponse particulière d'un sujet, au choc et la révélation de la castration maternelle qui questionne la différence des sexes. Vieille comme le monde, cette différence est aujourd'hui bouleversée par la puissance créatrice de la science. Notre époque semble vouée à en rebattre sans cesse les cartes, dans le sens d'un effacement de cette différence au profit de la pluralisation des modes de jouissance. C'est là que nous sommes convoqués à réaffûter régulièrement le tranchant des concepts légués par Freud et Lacan, et à réinventer notre pratique à l'aune des enjeux contemporains. À partir de son élaboration de l'objet A, Lacan s'intéresse à son tour aux différents aspects de ce qu'enseignent les perversions. Parmi toutes, le fétichisme occupe une place à part en tant qu'il vient démentir la castration maternelle, refusant qu'il n'y ait rien, là où on voudrait qu'il y ait quelque chose. L'événement de mai 68, avec les revendications des féministes concernant leur corps et leur sexualité, incite Lacan à reprendre l'impasse dans laquelle Freud a laissé la question de la sexualité féminine. Il y répond par le tableau des formules de la sexuation, ultime mise en forme de la différence des sexes. Qu'apporte ce tableau ? C'est d'abord une partition sophistiquée. Elle différencie radicalement deux modes de jouissance, une jouissance bordée par la signification phallique et une jouissance féminine. Au cours de notre recherche, Elisabeth Leclerc-Razavet a attiré notre attention sur un autre usage de ce tableau, d'emblée frappant et pertinent pour la pratique. Il part de la prise en compte simple et éclairante de l'enfant face à ce tableau. Que peut-il y lire de la relation de ses parents, en tant qu'homme et femme ? Cette prise en compte de l'enfant introduit ipso facto la question du père, telle que Lacan la renouvelle dans le séminaire RSI. Il précise qu'il importe que le père fasse de sa femme la cause de son désir et invente le concept inédit de perversion, véritable coup de théâtre théorique. Se pose alors la question de savoir comment Lacan en est arrivé à nouer père, sexe et perversion, et pour quel usage ? Tout le monde sait comment on fait les bébés. Mais personne sait comment on fait les papas. Un jour ou l'autre on sera tous papas. Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables ? Des géniteurs ou des génitifs ? Stromae. Chapitre 1 Le tableau de la sexuation. Clair-obscur George Haberberg. L'anatomie, dont Freud a tort de dire sans autre précision quel est le destin, J. Lacan. Notre recherche nous a conduit à repérer chez l'enfant l'émergence d'un temps de crise structurale, lié au poids nouveau que prend la préoccupation sexuelle. Surgit alors l'angoisse de castration, le sujet de l'inconscient fait irruption. Nous avons pu confirmer que ce bouleversement de l'économie libidinale a une conséquence immédiate. Il somme le sujet de répondre dans le registre de la sexuation. Sa curiosité est en éveil. Freud ne s'est pas contenté de faire le constat déjà entreaperçu que l'intérêt intellectuel de l'enfant pour les énigmes de la vie sexuelle, sa soif de savoir sexuel se manifeste en effet même à un âge étonnamment précoce. Cette attention vive pour le sexe, le sien comme celui de l'autre, avait déjà été repérée et même décrite de longue date dans le détail, comme on peut le lire par exemple dans certains passages du journal d'Héroard, médecin du jeune Louis XIII, chargé de veiller quotidiennement sur la santé et l'éducation du jeune roi. Au-delà de l'observation, Freud a su extraire du témoignage de ses patients la survenue d'un temps de crise qui perturbe l'économie libidinale de l'enfant. Cette crise subjective tourne alors tout entière autour de l'immixtion de la problématique phallique. L'issue dépend ensuite de l'aptitude du sujet à donner tout son poids à ce nouage inédit, intérêt intellectuel, savoir sexuel, fait par Freud. Lacan le commente ainsi.
Le point essentiel de la découverte psychanalytique, c'est le pas décisif que Freud a fait en révélant la relation de la curiosité sexuelle avec tout l'ordre du savoir. Le point pivot de ce pas décisif est la place particulière que Freud réserve au phallus. Lacan lui donne toute sa portée signifiante en précisant qu'il vient incarner pour le sujet, à la fois le signifiant de la jouissance absolue côté homme et celui du manque côté femme. Cette double occurrence du signifiant n'est pas sans conséquence. Grâce à la relation positive du sujet à la jouissance dite sexuelle, mais sans que d'aucune façon, la conjonction sexuée soit pour autant assurée, apparaît le désir de savoir. Mais dès avant que ne survienne cette crise logico-phallique, l'enfant a déjà été confronté à la vérité que certains détiennent le phallus alors que d'autres n'en ont pas. Ce temps premier, Lacan dans la foulée de Freud le qualifie de situation réelle. L'irruption sur la scène du sujet. Cette première confrontation au réel de la différence des sexes modifie la perception de l'enfant. Il répartit désormais son monde entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Cette confrontation provoque aussi, avant même que ne se produise la crise phallique, l'éveil d'un élan de curiosité souvent repérable dans la clinique. Pour exemple, une femme se remémore en analyse l'excitation ludique qu'elle éprouvait quand, à l'âge de 3 ans, loin d'être en mesure d'assumer sa castration, elle réclamait à sa mère le pistolet en plastique de son frère ou son équivalent en ces termes saisissants : « Donne-moi mon masculin ». Mais au fond, la vraie question est celle-ci : que fait le sujet de son anatomie ? La psychanalyse prend position. L'anatomie n'est pas le destin, dès lors que le sujet en passe par le rapport à l'autre. Lacan, le tableau de la sexuation. Convenons que les temps ont changé. Dans ce contexte incertain et contesté de la sexualité, nous avons souhaité remettre à l'ordre du jour de notre recherche la lecture du tableau des formules de la sexuation, cet outil étrange que nous a laissé Lacan. À quoi sert-il ? Comment est-il utilisable pour construire une clinique de la sexuation ? Ces questions me sont apparues après avoir entendu 2 exposés d'Elisabeth Leclerc-Razavet, publiés dans L'enfant et la féminité de sa mère. C'était la première fois que j'entendais un psychanalyste de notre champ proposer un usage de ce tableau qui donne au sujet enfant, aux prises avec les embarras de sa propre sexuation, la position de lecteur face à l'énigme de ce qui se passe entre ses parents. Cette proposition de lecture de la scène des parents à l'aide d'un tableau qui met en forme logique la relation entre les 2 sexes, intéresse la pratique. L'enfant toujours questionne. D'où vient-il ? Comment fait-on les enfants ? Quel est le désir qui a présidé à sa venue au monde ? Il s'agit de nous orienter plus précisément dans le travail d'analyse pour permettre au sujet d'élucider sa place et de se confronter plus tard aux embrouilles de sa propre sexuation. La lecture du tableau se limite ici à la part qui formalise le rapport de désir entre les parents. Elisabeth Leclerc-Razavet avait alors attiré notre attention sur la part exclue qui concerne la jouissance féminine de la mère. Cette jouissance si particulière, pas toute phallique, à laquelle le lecteur du tableau ne saurait avoir accès sans s'y perdre. Tableau mode d'emploi. L'usage que nous nous proposons de faire de ce tableau peut paraître paradoxal dans la mesure où Lacan le construit pour tenter d'élucider, à l'aide de mathèmes et de relations logiques, l'énigme de la sexualité féminine laissée en plan par Freud avec sa célèbre question : que veut la femme ? En effet, Lacan conçoit ce tableau comme une mise en tension du rapport entre homme et femme. Il inscrit les points d'accroche, de disjonction, de ratage, et fait apparaître 2 types de positions dans la dynamique du désir, 2 registres de jouissance hétérogènes. Malgré la complexité qu'illustre le tableau pour chaque sexe dans son rapport à l'autre sexe, il opère somme toute une séparation classique entre un côté homme et un côté femme. L'enfant lecteur, lui, cherche à s'y retrouver pour lui-même selon qu'il est garçon ou fille. Intrigué par ce qui se passe dans la chambre parentale, il mène son enquête. Le côté homme soudain représente le désir du père qui prend alors une valeur particulière pour l'enfant. Ne relève donc de sa lecture que la partition de désir que ses parents composent sur la portée de la clé phallique, phi. Ainsi, côté homme, tous ont rapport avec la fonction phallique. Tous sont soumis à la castration, conséquence du meurtre du père de la horde qui s'arrogeait la jouissance de toutes les femmes. Côté femme, le sujet qui s'y range se fonde de n'être pas tout à se placer dans la fonction phallique. Notons que le phallus est écrit ici dans sa version positive phi,
qui nomme la fonction phallique et qui diffère de l'écriture phi qui désigne le phallus imaginaire marqué par le moins de la castration. Le tableau établit ainsi un certain jeu de relations entre les sexes représentés par des flèches. Le poinçon et la flèche. La différence se marque dans l'écriture. Côté homme, c'est l'assomption plus ou moins réussie de la castration qui règle l'accès à la jouissance du corps de la femme. Elle reste régie par le cadre étroit de la formule du fantasme, Dollara, qui est le support que Lacan va transformer en Dollara pour forger le concept de perversion. La flèche qui remplace le poinçon incarne ici l'action du père, alors qu'une femme n'a rapport au phallus que via un homme. Le rapport au phallus existe donc pour hommes et femmes, mais de façon très différente. Il comporte pour l'homme de faire d'une femme la cause de son désir, pour la femme d'y consentir. J. A. Miller dans sa présentation du séminaire IV, La relation d'objet, fait cette remarque qui nous ramène à la part lisible du tableau pour le sujet. Je me suis aperçu que la question essentielle de la psychanalyse avec les enfants est celle de la sexualité féminine. Il ne s'agit pas de la femme dans son rapport à la jouissance, il s'agit de la femme dans son rapport au phallus, c'est-à-dire du signifiant phallus, le phi du tableau, qui fait d'elle un être de manque. Le lecteur enfant ne peut appréhender le désir de la femme qu'est sa mère, que pour cette part de la sexualité féminine où elle a rapport au signifiant phallique, phi, qui marque son propre manque, elle trouve le signifiant de son désir dans le corps d'un homme. Si phi incarne pour elle le manque mis en fonction, il est aussi le signifiant du désir vis-à-vis du partenaire, mais il ne symbolise pas tout de la jouissance féminine. Cette lecture est pour l'enfant l'occasion de réaliser douloureusement que sa mère est aussi une femme. Le père, s'il favorise la réalisation de cette mise en jeu de phi pour sa partenaire, fonctionne comme agent de la castration. Cela suppose de son côté qu'il invente sa façon de faire vivre le désir de sa partenaire. Ce n'est pas sans conséquence pour l'enfant, sa place de métaphore de l'amour en dépend. Un père, version Laurent Dumoulin. Eddie est un adolescent de 14 ans, que je rencontre depuis 8 mois. Dès l'école maternelle, bagarres et propos sexuels très crus, notamment vis-à-vis de ses camarades filles, se sont manifestés. 2 signalements ont été rédigés par l'école puis par un CMPP, signalement pointant des maltraitances dans le milieu familial. À la suite du premier signalement, la famille envoie Eddie, alors âgé de 6 ans, vivre 2 ans en Tunisie chez ses grands-parents paternels. Il a déjà été adressé il y a 3 ans au CESAD où j'exerce. À cette époque, la famille s'oppose fermement à ce qu'Eddie rencontre un psychologue. Un patient travail de l'éducatrice du service permettra un bouger sur ce point. Par rapport au thème de ce livre, il faut souligner qu'Eddie s'appuie sur une pluralité de versions de père, pour tenter de ne pas être lui-même trop pris comme partenaire de la mère. Dans le même mouvement, ces diverses versions dévoilent les positions de jouissance qu'Eddie consent à occuper auprès de l'autre maternelle. Les diverses versions de père s'ordonnent autour de 3 points. L'ébauche d'un idéal du moi, l'appel à un père de la demande, la face obscure de la jouissance paternelle. Un père qui travaille. Pour Eddie, les études sont particulièrement importantes, il y trouve des points d'appui pour soutenir la construction d'un ego. Ainsi, de façon quasi immuable, chaque séance débute ainsi : « J'ai très bien travaillé cette semaine ». Il s'appuie sur cette version de père, celui qui travaille tout le temps, et choisit pour se soutenir la même voie professionnelle que celui-ci. Il présente donc son père comme quelqu'un d'extrêmement occupé par son travail, dont la réussite est mesurée aux sommes d'argent qu'il rapporte. Et pour cause, dans le discours maternel, c'est exactement à cette place qu'est attendu son partenaire. La mère d'Eddie pourra dire : « J'ai un très bon mari, il travaille beaucoup, il ramène l'argent à la maison. Je m'occupe du reste. On s'entend très bien entre nous. » Le partenaire de la mère est donc un homme qui travaille. Voilà le signifiant que vise le désir maternel. À l'homme le travail, à la femme le reste. Et entre eux, surtout qu'il ne se passe rien. Cette identification au père, plus précisément aux insignes du père, semble la plaque tournante de la construction par Eddie d'un idéal du moi. Lacan dira des insignes du père. Nous les nommerons d'un terme spécial parce que ce ne sont pas des signifiants mis en jeu dans une chaîne signifiante. Ainsi donc, ces insignes seraient des signifiants frappés d'une certaine inertie, signifiants hors chaîne. Il souligne plus loin : le sujet se présente sous le masque des insignes de la masculinité,
il se les pose sur ce cas de partiellement indifférencier tout sujet comme tel. Un premier effet des insignes serait donc un effet de différenciation. L'insigne ferait-il le sexe du sujet tout du moins? Un peu plus loin, Lacan souligne que le processus de l'idéal du moi est une partie qui se joue à trois et qui a pour moteur la notion de concurrence. Il faut qu'il y ait d'abord l'élément libidinal qui pointe un certain objet en tant qu'objet. Cet objet devient dans le sujet un signifiant, occupant la place qui s'appellera dès lors idéal du moi. Le désir d'autre part subit une substitution, un autre désir vient à sa place. Ainsi pourrait-on dire que dans le cas d'Eddie, l'objet pointé par le désir de la mère est le travail d'un homme. De là, travail, devient signifiant en place d'idéal du moi pour Eddie. Le désir pour la mère peut dès lors devenir un désir pour le travail. Cependant, cette ébauche d'un idéal du moi ne traite pas tout, loin de là, de l'insistance du désir maternel. Ainsi, le sujet invente-t-il d'autres modalités de recours au père? Un père à qui demander? Ce que l'idéal du moi laisse absolument non traité, c'est la dimension de la parole du père. Quand cette parole se fait-elle entendre, tout occupé qu'est cet homme à travailler? Eddie, en adolescent moderne, s'intéresse aux appareils connectés. Pour lui, leur valeur est indexée sur leur caractère de nouveauté. Vous savez monsieur, s'il y a un nouveau téléphone qui sort, celui que j'avais avant, je peux le jeter, il ne vaut plus rien. C'est son père qui paie pour les objets, et donne son accord pour les achats. Les seules discussions père-fils s'organisent autour des multiples demandes qu'Eddie adresse à son père. Est-ce que tu peux m'acheter le dernier? Car Eddie trouve toujours un nouvel objet désirable, façon pour lui d'exercer encore et encore un pseudo-appel au père, appel engendrant une réponse sans valeur puisque toujours la même, oui. En effet, Eddie a très bien compris que son père dit oui à toutes ses demandes. Il va donc trouver quelque chose qui fait surgir un non. Mon père ne veut jamais que je sorte pour voir ma copine. Il me dit, je sais ce que vous allez faire, c'est interdit. Eddie rajoute, mais des fois ma mère elle me laisse sortir en douce. C'est donc là que ne porte pas la parole du père. L'interdit énoncé par le père tombe à l'eau. La parole du père n'opère que sur ce qui peut s'acheter. Par contre, rien de la question du sexuel et de la jouissance n'est traité par cette parole. Là où il énonce un interdit, la mère opère en douce. La version d'un père à qui demander n'est donc pas d'un grand secours pour Eddie. Mais que dit cet adolescent concernant la jouissance paternelle, de ce qui n'est pas asséché, négativé par les longues heures de labeur? Un père marqué d'indignité. Je demande à Eddie, mais au fond il est comment votre père? La réponse est instantanée, il est dur. Il pourra alors dire que par le passé son père l'a frappé, mais qu'il a arrêté depuis quelques années. Cependant il ajoute, mais il est toujours en colère. Quand il rentre, il nous parle mal et il gueule sur ma mère. Il se dispute souvent. Je lui demande s'il sait quelque chose des raisons des disputes parentales. Eddie précise, c'est parce que mon père il parle à d'autres femmes. J'apprends que cela dure depuis longtemps et que ce n'est un secret pour personne. Je l'ai déjà vu faire, je l'ai dit à ma mère. On a donc d'un côté, un père travailleur mais frappé d'indignité dans son lien à sa femme, et qui pour autant interdit au fils de sortir voir sa petite copine, c'est-à-dire de désirer hors les murs. Et d'un autre côté, le fils trouve un certain plus de jouir dans le lien à sa mère, dans une complicité mère-fils par-delà le père, lien d'autant plus savoureux puisqu'épinglé du sceau du secret. Faire l'homme. On l'a dit plus haut, Eddie a prélevé le signifiant travail sur le père mais comme signifiant du désir de la mère. Eddie prélève aussi sur le père certains traits hors du désir maternel. Depuis quelque temps, il consomme de l'alcool et fume régulièrement des cigarettes et des pétards, deux symptômes qu'il a pu observer chez son père. Il dit « ça me vide la tête » et « ça me fait mal à la tête ». Soustraction et entro fonctionnent ensemble dans ce traitement de l'objet oral. Là, la question du lien à l'autre tout autant que celle de son être est venue se poser pour Eddie. Il ajoutera qu'il fume avec des potes, et qu'il a beaucoup de mal à refuser depuis qu'une fille lui a dit « si tu fumes pas, t'es pas un homme ». Pour Eddie, marqué par cette phrase, l'enjeu semble être réel. L'insistance de cette phrase et la difficulté qu'il a eue à s'en décaler révèlent sans doute l'enjeu essentiel qu'est pour lui de faire l'homme. Ce point est d'une telle fragilité qu'il est prêt à tout pour coller à ce que doit faire un homme,
Et sans doute cela est-il renforcé par le fait que l'énoncé vienne d'une bouche féminine, tant on peut supposer que pour Eddie, la vérité sur l'être est du côté du féminin. Nous l'avons vu, la parole d'un homme qui fait version de père ne porte pas. Vérité semble s'écrire au féminin. Faire l'homme, au travers de conduites qui angoissent la mère dans une certaine identification à l'obscur de la jouissance paternelle, voilà ce que semble avoir trouvé Eddie comme tentative pour loger quelque chose de sa condition de sujet laissé en plan par un nom du père défaillant, mais pas sans ressources pour s'appuyer sur diverses versions de père. Une formule m'avait retenu lors de notre recherche. Version mise au pluriel signifie d'abord que le sujet régulièrement change ses versions. D'emblée surgissait une temporalité. Les versions se succéderaient, et le sujet par ses trouvailles tisserait le fil de la répétition. J'ai cherché pendant un temps à faire rentrer la cheville du cas d'Eddie dans le petit trou des versions qui se succèdent dans le temps. En vain. La logique de ce cas était autre. S'il y a bien pluralité des versions de père, elles s'ordonnent plutôt dans une certaine simultanéité sans pour autant s'équivaloir. Leur hétérogénéité est de fonction. Ces versions de père visent à suppléer par divers biais à un nom du père qui fait défaut. Commentaire, Elisabeth Leclerc-Razavet. La place que prend ce cas dans le premier chapitre de cet ouvrage est paradoxale. En effet, la structure de ce sujet ne fait aucun doute, et c'est cela même qui permet à Laurent Dumoulin d'aborder la question sous l'angle de la pluralité des versions de père. En quelque sorte, par cette absence de perversion, ce cas met en valeur avec une rigueur formidable ce que dit Lacan dans le séminaire Les formations de l'inconscient. Un père doit faire la preuve qu'il l'a. Ce qu'il reprendra, revisité, modernisé dans le séminaire RSI. Un père n'a droit au respect que s'il fait de sa femme la cause de son désir. Cette référence au séminaire V et à la métaphore paternelle, où le désir de la mère, DM, s'efface sous le nom du père, NP, permet à l'auteur d'en détailler finement les accros pour ce sujet, de pister le trajet d'Eddie, d'en repérer les impasses et lui permettre de trouver malgré tout ses appuis. Il va donc dégager 3 versions de père pour Eddie, comme 3 tentatives du sujet d'asseoir son propre chemin dans la vie. L'entreprise est délicate. Première version, l'idéal du moi. Un trait est prélevé sur le père, constituant une identification, un père qui travaille tout le temps. C'est une transformation subjective, une réponse du sujet. Eddie travaille bien en classe et tient à le répéter en séance. Cette production dans la cure, le clinicien la tire du côté des insignes du père, hors chaîne, signifiant de l'idéal du moi. L'idéal du moi est une identification symbolique qui doit être pour le sujet, passée en son intérieur. Ces insignes du père ne sont que des masques de la masculinité, c'est-à-dire pas encore déterminants quant à la sexuation. Il convient de souligner l'intérêt de cette remarque de Lacan. La masculinité n'est pas la virilité. Laurent Dumoulin choisit à juste titre le terme d'ébauche, concernant l'identification à l'idéal du moi. Elle ne suffit pas à assurer le sujet. Pourquoi ? C'est dans la mesure où le père déçoit une attente, qu'une identification se constitue. Cela suppose déjà une maturation avancée de la situation. C'est un virage de l'amour à l'identification. Laurent Dumoulin le souligne fort justement. Le processus de l'idéal du moi est une partie qui se joue à 3, entre père, mère, enfant, où les rapports de l'enfant avec la mère dès l'origine sont décisifs. L'impasse est précise, la mère ne fait pas cas de la parole du père. Elle permet en douce au fils ce que le père interdit. Le fils est complice. C'est ce qu'entend le clinicien quand il parle des positions de jouissance qu'Eddie consent à occuper auprès de l'autre maternel. Il est bien question de la jouissance du sujet. Mais la mère est là qui veille, au père le travail, à moi le reste. Elle emballe le tout d'un, on s'entend bien tous les deux. Deuxième version, la parole du père. Eddie cherche alors à se connecter directement à son père, et s'adresse à lui. Il lui demande de lui acheter les derniers objets connectés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.